I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. À votre émission de décryptage de l'actualité, les décodeurs atlantiques et vos décodeurs ce matin, Youssef Enassiri et Amine Diori. Bonjour. Bonjour Landry. Youssef Enassiri qui est vice-président du CJD, Amine Diori, responsable PME chez Inforisk. Messieurs, ce matin nous allons parler création d'entreprise. Comment renforcer nos PME et TPE? Nous sommes à J-1 d'une nouvelle réunion sans doute décisive sur le dialogue social. La question devrait être au cœur des débats mais reste peu évoquée. Alors comment renforcer nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises? Le cabinet Inforisk vient de sortir une étude inédite qui renseigne sur les difficultés et les erreurs des entreprises lors des premières années de leur vie. Quels enseignements? On en parle dans un instant. Deuxième sujet qui sera abordé à partir de 9h45. Comment accélérer les connexions entreprises et monde agricole? Le CIAM vient d'ouvrir ses portes hier, 11e édition déjà, et depuis un an, le ministre de l'Agriculture a récupéré sous son aile le volet transformation et industrie agroalimentaire. Aziz Arnouch a affirmé hier dans les colonnes de l'Économiste qu'il veut accélérer la cadence. Quel est le profil de ces PME agricoles ou de ces PME qui se lancent dans le secteur agricole et que mettre en place pour les soutenir? Vous nous le direz, sans oublier votre coup de gueule ou coup de cœur sur l'actualité. Ce sera juste après le journal de 9h30. 55 77 pour réagir, posez vos questions par SMS, CDR un petit essai ou bien la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. C'est parti. Tiens, on va parler bonnes nouvelles ce matin. On va s'intéresser aux PME et aux TPE avec des astuces, avec des bonnes notes. C'est vrai qu'on parle souvent de défaillance d'entreprise, on parle souvent de délai de paiement, ça mine un peu le moral. Et justement, tiens, en parlant de moral, eh bien, ça n'est pas arrivé depuis 7 semestres. L'Économiste nous dit ce matin que les industriels retrouvent le moral dans l'enquête de conjoncture de Banque Al Maghrib. Globalement, ils estiment le climat des affaires normal au premier trimestre. Youssef Enassiri, c'est une petite bonne nouvelle dans un climat morose, avec 1% de croissance prévue par la BAM pour cette année. Je dirais que c'est une très bonne nouvelle après une longue durée d'attente, ouais. Sachant que aujourd'hui, l'entreprise marocaine elle est sur une période de clivage, de mondialisation et surtout de s'exportation vers l'Afrique, surtout subsaharienne. Donc je dirais que c'est une très bonne nouvelle et encourageante. Bon, alors c'est vrai que on parle défaillance d'entreprise, 10 à 15% de hausse prévue encore une fois cette année en 2016. On parle délais de paiement qui ont augmenté 9 mois avec une nouvelle loi qui arrive. Et là, Amine Diori, vous nous sortez, responsable PME chez Inforisk, une étude inédite sur les créations d'entreprises, photographies prises en 2010, que sont-elles devenues en 2016 ? On apprend beaucoup de choses, notamment sur le capital social de démarrage des entreprises. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut s'arrêter aujourd'hui pour venir en aide aux TPE, aux PME, pour se consolider. Oui, alors effectivement, je voudrais juste reprendre un point, parce qu'on parle souvent de chiffres de défaillance. Je voudrais juste citer aussi quelques chiffres de création d'entreprise. À fin 2015, il y avait un peu plus de 30 000 sociétés personnes morales qui se sont créées au Maroc. 33 200, c'est ça, je crois? Oui, exactement. Et donc avec un taux de croissance moyen qui est relativement faible, puisqu'on est sur un taux de croissance de 2-3% depuis 2009. Donc ça, c'est un point. Donc le nombre de créations d'entreprises continue d'augmenter. Maintenant, effectivement, par rapport au capital social de démarrage, c'est vrai que c'est un point essentiel au moment de la création d'entreprise. Premier constat, c'est que aujourd'hui, en 2010, quand se crée une entreprise, près de 45% de ces sociétés étaient constituées de moins de 10 000 dirhams de capital social. Moins de 10 000 dirhams de capital social. Plus la moitié avait moins de 10 000 dirhams de capital social. Donc la conséquence directe, c'est qu'on va pas tenir la route longtemps. C'est sûr. Compte tenu des problématiques de besoins en fonds de roulement, et notamment on a parlé des délais de paiement, si vous êtes une TPE et que vous êtes payé à 9 mois, concrètement, si vous avez un loyer à payer, si vous avez du marketing à payer, si vous avez des salariés à payer, pendant 9 mois, vous allez devoir puiser dans votre trésorerie. Et évidemment, soit au bout de 9 mois, votre trésorerie elle va partir très vite, vous allez devoir aller voir votre banquier, il vous fait pas très confiance puisque vous êtes jeune créateur, vous venez de créer votre entreprise. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Soit vous reportez sur votre délai fournisseur et là, vous alimentez la chaîne des délais de paiement, soit vous fermez la porte tout simplement. Vous n'avez pas d'autre choix. Youssef Enassiri, ça c'est un point sur lequel on a pratiquement jamais entendu la CGM. C'est vrai le capital social des entreprises. Est-ce que là c'est un point où les autorités, le patronat peut agir? Je crois déjà que le capital social de démarrage n'est pas un point très 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 critique dans le développement de l'entreprise. D'ailleurs,
d'ailleurs, quand le pouvoir public il avait décidé de réduire le capital social pour la création d'entreprises, c'était pour encourager la création. Et on sait qu'aujourd'hui, créer une entreprise à partir de 10 000 dirhams, il y a des startups, surtout dans les nouvelles technologies de l'information, qui étaient créées à 10 000 dirhams. Mais aujourd'hui, elles génèrent des chiffres d'affaires qui dépassent les 15-20 millions de dirhams. On a des cas très, très, très parlants, notamment si on prend le cas du Technopark Casablanca, qui abrite plus que... Mais ça reste quelques cas, là, quand on a les chiffres d'Inforisque, on parle par exemple de 60% d'entreprises qui sont encore actives après 6 ans d'activité, dont 30-40% qui sont en veilleuse, c'est ça? Oui, exactement. Mais sur ce point-là, je voudrais rebondir parce que on parle de start-up internet, mais c'est pas la majorité des entreprises créées. Aujourd'hui, les secteurs d'activité pour ces entreprises créées, ça reste des secteurs d'activité très classiques. Et compte tenu des problématiques dont on a parlé, 10 000 dirhams, ça me semble très faible. Et le commerce, le BTP, l'immobilier. Exactement. Après, statistiquement parlant, l'étude le montre en tout cas, c'est que y a un lien de corrélation directe entre le capital social et le devenir de l'entreprise. C'est-à-dire que quand je regarde les entreprises initialement créées en 2010 et celles qui sont devenues par la suite à partir jusqu'en 2015 des PME ou des grandes entreprises et que je regarde leur capital social de démarrage, elles étaient initialement dotées de au moins de plus de 200 000 dirhams de capital social. Et celles qui ont réussi à faire le passage justement étaient bien dotées parce que justement elles ont réussi à surmonter cette problématique de trésorerie et avoir aussi une problématique d'investissement qui vont leur permettre de croître. On est dans de l'activité classique. On n'est pas encore on parle des entreprises de la vie quotidienne. Voilà, exactement. On parle d'un café, on parle de... Ça, c'est un point sur lequel on peut peut-être travailler, Youssef Nasseri. Moi, je me permets de revenir sur le capital parce que c'est un point très important. Allez-y. Parce que des études avant d'instaurer les 10 000 dirhams comme seuil de capital social pour créer l'entreprise, il y avait des études qui montraient que parmi les grands freins à la création, c'était cette demande de capital, sachant que dans les pays occidentaux, dans plusieurs pays aujourd'hui, il vous suffit d'avoir une carte d'identité et un accès à accès il fallait ouvrir les vannes, il fallait baisser le seuil pour ouvrir les vannes. Aujourd'hui, là où je rejoins Amine Diori, c'est Amine, c'est que effectivement, ça dépend du secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont capitalistiques et à ce moment-là, c'est vrai que 10 000 dirhams, c'est pas assez. Mais ceci dit, le problème de la pérennité de l'entreprise, il n'est pas dû seulement au capital social, il n'est pas dû seulement, il est dû à l'innovation, il est dû à l'accompagnement, il est dû à l'implication des banques, parce qu'aujourd'hui, si la banque faisait seulement confiance aux projets et aux idées, s'ils sont rentables et à ce moment-là, ils vont devenir bancarisables, le problème de l'argent et de l'investissement ne se pose pas parce que la banque, elle va jouer son rôle. Rien que avant-hier, j'étais avec un banquier dans une réunion avec une banque et j'étais très agréablement surpris de nous dire comment vous nous conseillez pour faire confiance à une entreprise juste à partir de son business plan et non pas à partir des garanties classiques qu'on demande. Et ça, c'est un point, je crois que c'est un point très important. C'est un point très important que ce clivage-là qui commence à avoir dans le sens positif, bien sûr, des banques, c'est important. Et là, ça montre que le capital de démarrage n'est pas aussi déterminant. Je suis d'accord que le taux de mortalité des entreprises créées, il est énorme ici au Maroc, mais nous, au CJD, par exemple, la grande demande qui nous vient, c'est comment nous accompagner. Parce que créer, c'est une chose, mais affronter la vie réelle avec tous les aléas, des délais de paiement, de marché, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, donc il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, pas seulement le... On parle création d'entreprise, donc qui dit création d'entreprise dit création d'emploi. Alors c'est vrai que pour les TPE, c'est un peu compliqué, pour les PME au départ également, mais ça commence à grossir ensuite si ça fonctionne. Comment on explique justement que ce débat d'aide sur le cycle de la vie des PME, TPE ne soit pas vraiment abordé dans un dialogue social comme celui qui est actuellement évoqué entre patronat, gouvernement et CGM. On parle plus des salariés. Pourquoi pas parler d'entreprise pour création d'emplois, Youssef Nasseri? Parce que malheureusement là, c'est pas que je suis contre les syndicats, mais je crois que le jeu. Il y a un blocage automatique. Il y a un blocage quand il y a investissement, quand il y a période de difficulté. Malheureusement,
une partie des salariés qui sont instrumentalisés par les syndicats ne suit pas. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans une demande récurrente d'augmentation de conditions de salariat. C'est-à-dire que le jeu n'est pas joué. À mon avis, le question de pérennité d'entreprise doit être un dialogue sur patronat, syndicat et non pas gouvernement. Syndicat patronat. Amine Diori. Alors sur la question, je parlerai de la dette bancaire, enfin du crédit bancaire. Aujourd'hui, il y a un dialogue qui est instauré entre les banques, l'État et la CGEM sur le fait d'accorder davantage de crédit aux entreprises. Et là, je voulais rebondir aussi sur ce que mon collègue vient de dire. Une des problématiques de la banque, en fait, quand on parle on voudrait prêter davantage aux entreprises sur la base d'un business plan. Le banquier va vous répondre que son métier c'est de prêter en minimisant le plus possible le risque. Aujourd'hui, en interne, quand vous allez dans une agence, classiquement, votre conseiller bancaire, il n'a pas les compétences nécessaires pour analyser un business plan. Même si vous allez dans un centre d'affaires par la suite, mais il faut quand même avoir passé une certaine taille pour passer au niveau d'un centre d'affaires. Ça, c'est un problème. Peut-être à résoudre. Oui, tout à fait. C'est un problème. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est le banquier, il dit aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème en termes d'encours distribués aux TPE et PME. Le problème, et ça rejoint un peu la problématique de l'étude, c'est de dire que les entreprises, les TPE sont sous-capitalisées en termes de fonds propres. Donc voilà, pour l'instant, c'est le chat qui se mord la queue. Il y a du travail à faire là-dessus. C'est peut-être des débats qui sont pas assez abordés. Oui, alors évidemment, là on est un peu dans la situation du chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il a besoin de fonds, il n'a pas de fonds propres pour investir son entreprise, il va voir son banquier lui dit mais mets de l'argent d'abord avant pour que je puisse te prêter de l'argent. Et on a vu justement Banque Al-Maghrib tenter de réunir le groupement bancaire avec la CGM pour trouver des solutions. Abdelatif Johari la semaine dernière a évoqué à Bloomberg la possibilité d'abaisser le taux directeur pour relancer le crédit. On verra bien si ça a des conséquences. En tout cas, on va continuer de parler de ce sujet juste après le journal de Karim Drounet. Juste un mot avant, messieurs, peut-être sur Abdelatif Johari. Abaissement du taux directeur, ça pourrait faire du bien, justement, Youssef et Nasser? Ça ne peut faire que du bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que la preuve, c'est qu'est-ce que se fait en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque fois que l'économie a besoin d'un coup de pouce, on agit sur le taux directeur pour encourager plus les crédits et encourager la circulation de l'argent plus facilement. Là, ça serait pas un effet placebo. Là, ça pourrait être quelque chose qui pèse dans les prochains mois. Amine Diori. Depuis 2014, il y a déjà eu 2 baisses du taux directeur. Ça n'a eu aucun effet sur l'encours de crédits distribués. Ça n'a pas eu d'impact direct sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur la demande. Maintenant, effectivement, je rejoins ce que dit mon collègue. C'est vrai que d'un point de vue macroéconomique, la baisse des taux, ça ne peut être que bénéfique pour l'économie. Il faudrait qu'il soit plus important peut-être, parce que là on est passé, il me semble, on a baissé de 1,5 point en tout sur les 2 fois. Oui, mais aujourd'hui le coût de l'argent, c'est comme si on vous le donnait, il est quasiment gratuit. On est sur des taux vraiment très très bas. 9h35 sur Atlantique Radio, la suite des décodeurs Atlantique, toujours avec Youssef Enassiri, vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, et Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Nous parlons du renforcement. Comment renforcer les PME et les TPE aujourd'hui? Question que nous nous posons alors que le dialogue social se poursuit. Nous sommes à J-1 d'une nouvelle réunion sans doute décisive sur le dialogue social, et cette question est souvent peu abordée. Alors ce que vous nous disiez, Youssef Enassiri, c'est peut-être qu'un dialogue syndicat-patron serait plus approprié. Il sera important de le renouveler, ce dialogue syndicat-patron dans les prochains mois, même si effectivement il y a un calendrier politique avec des législatives qui est malheureusement ici, mais bon, c'est ça aussi la démocratie. On va parler peut-être des aides aujourd'hui pour les PME et les TPE. Amine Diori, les aides de l'État aujourd'hui, c'est suffisant? Ça va pas? Alors, on pourrait faire mieux. C'est clair que je prends l'exemple de la France, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides qui sont accordées aux créateurs d'entreprises, notamment ceux qui sont demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qui sont en période de reconversion, qui étaient salariés avant, ont quitté leur travail pour créer leur propre entreprise. Et à ce niveau-là, j'avoue que beaucoup de choses existent. Ça, c'était mon ancienne vie, donc j'ai accompagné les créateurs d'entreprises. Donc, c'était une prestation financée par l'État. Ça consistait en quoi, dans un premier temps? C'était de construire un business plan
pour le créateur, pour lui donner une feuille de route. Donc on parlait produits, études de marché, business model, source de revenus. On parlait juridique, fiscal, social, quelles conséquences sur le statut du dirigeant d'entreprise. Donc ça, c'était un premier aspect. Et puis ensuite, il y avait d'autres aides accordées par l'État pour ce créateur. Notamment, il y avait les prêts à taux zéro garanti. Quand on prenait un prêt auprès d'une banque, et derrière, on avait droit à un prêt à taux zéro accordé par l'État pour un montant de 8 000 euros, donc 80 000 dirhams à peu près. Il y avait la possibilité, par exemple, une prestation, une aide au financement proposée par Pôle Emploi, qui est l'équivalent de la NAPEC, qui est de dire, vous recevez de l'État des ressources chaque mois pendant que vous êtes au chômage. Vous avez la possibilité de recevoir 50% du montant total de ces ressources et de créer, d'apporter cet argent en fonds propres pour la création de votre entreprise. Donc il y a beaucoup d'aides comme ça, exonération. Alors je parlerai également d'exonération de charges sociales, allègements fiscaux. Si vous créez votre entreprise dans certains secteurs prioritaires ou des zones géographiques prioritaires. Vous avez l'aide au conseil, j'en ai parlé, la mise à disposition de locaux, enfin bref, beaucoup de choses sont faites pour que le créateur d'entreprise ait à la fois les moyens financiers suffisants pour commencer et une aide logistique et une aide conseil pour pouvoir créer son entreprise dans les meilleures conditions. Bon, il y a certaines choses qui sont faites au Maroc sur ces points que vous avez abordés, mais quand même ça reste timide. Je vous voyais presque les yeux rêveurs, Youssef Nassiri. C'est pas rêveur, mais j'ai aimé que si Amine nous donne un exemple, son propre exemple, et ça c'est un exemple à généraliser, c'est-à-dire qu'il faut oser déjà l'entrepreneuriat. Et j'ai noté aussi que effectivement il y a beaucoup d'aides qui sont données comme ça a été brillamment cité par C. Amine. Sauf que malheureusement aussi au Maroc, c'est l'entreprise maintenant qui a peur d'aller vers ces aides-là. C'est l'entreprise qui a peur d'aller vers ces aides-là. Si je me permets de donner l'exemple des programmes de Maroc PME pour l'aide à l'investissement et le reste, malheureusement, il y a une petite partie de l'aspect administratif qui fait toujours peur. Ceci dit, il y a des expériences réussies. Il y a une expérience que j'ai vue il n'y a que 2 semaines à Mohammedia, une aide dans un programme MTS de Maroc PME pour une entreprise, une aide à l'investissement de 5 millions de dirhams, il y a 2 ans. Aujourd'hui, cette entreprise-là, elle s'exporte. Et les 2 dernières années, ils ont fait un investissement de plus de 35 millions de dirhams. Donc il y a des efforts, il faut déjà rétablir la confiance, effectivement, mais il y a des efforts à faire peut-être plus poussés aujourd'hui pour les entreprises où les instruments sont suffisamment là, mais il faut d'abord plus les montrer, les communiquer auprès des dirigeants d'entreprise. Je crois que la communication elle est faite et le monde entrepreneurial il est au courant de tous ces programmes d'aide. Mais là c'est juste, comme vous venez de dire, c'est juste question de confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'entreprise doit avoir confiance en ces programmes-là et l'État de son côté doit alléger les barrières administratives d'accès, parce que rien que le quitus fiscal aujourd'hui pose un sérieux problème, parce que on a dans nos têtes pour avoir le quitus fiscal, donc c'est automatiquement une inspection, automatiquement de longues mois de préparation avec l'administration fiscale, et ça c'est une perte de temps et une perte de temps. Flexibilité, Amine Diori. Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est totalement vrai. Si on parle des programmes de Maroc PME, que ce soit Moussanada ou Imtiaz, c'est vrai que ce sont des programmes très intéressants, mais qui s'adressent à une catégorie d'entreprises qui est plutôt la PME, qui aussi sont transparentes fiscalement. On parlait du quitus fiscal et social. Donc ça s'adresse à une catégorie d'entreprises, pas forcément la TPE. Après, il y a d'autres offres. La TPE est trop laissée de côté aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'une offre se construit autour, mais il faut voir ce que ça donne. On voit les banques qui y vont sur la TPE, mais bon. Oui, bien sûr. Et puis de l'autre côté, par exemple, la Caisse centrale de garantie. L'autre problématique, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui une offre pour garantir les prêts bancaires demandés par les dirigeants d'entreprise. Mais le problème, c'est que finalement, au niveau des banques, c'est là où au niveau des banques, c'est très peu utilisé, parce que soit ça rentre en concurrence avec des produits proposés par la banque, ou que le conseiller n'est pas au courant de l'offre CCG. Donc voilà, il y a une offre qui existe, mais elle n'est pas assez bien vendue, je trouve. D'où l'importance peut-être d'un nouveau dialogue syndicat-patronat sur ces questions concentrées sur peut-être les TPE et le renforcement des aides aux PME, TPE. Peut-être l'auto-entrepreneur aussi. C'est vrai que vous en avez parlé au Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, Youssef Nassiri, ces derniers jours. Ça
marche bien pour l'instant, l'auto-entrepreneur. Ah oui, ça marche bien. C'est la route de demain. Oui, ça marche très très bien. D'ailleurs, les résultats aujourd'hui, le nombre d'inscrits, ça dépasse largement ce qui était prévu pour cette courte période. Je crois qu'on est arrivé à plus de 38 000 inscrits. Oui. Et ce qui est agréable, et là je me permets de revenir sur le premier point du capital et de l'argent, c'est que personnellement, dans le cadre de CJD, on mène la caravane d'auto-entrepreneurs. Et croyez-moi que la première demande qui vient, c'est pas comment est-ce que vous allez nous donner des prêts d'honneur, mais est-ce que vous allez nous accompagner. Et je me permets de dire en Delhi Jamralibia, un responsable d'association d'électriciens dans la région Khrib Gabni Millal Fqih Ben Saleh, qui a pris le micro, il nous a dit, écoutez, ما بغيناكمش توكلونا ولا تشربونا ولا تعطيونا فلوس, بغيناكم تعلمونا. Donc là, grosso modo, ce qu'il disait, c'est que nous n'avons pas besoin de l'argent, nous n'avons pas besoin de cette réception qui est faite. Nous avons besoin du conseil et de l'accompagnement après. Et ça, je trouve que c'est révélateur et c'est très parlant. Une très petite parenthèse, c'est concernant le programme de marque PME. Il y a aussi des programmes qui sont destinés aujourd'hui à la TPE et qui sont heureusement qu'ils sont consommés beaucoup plus que ceux de la PME. Et même les banques aujourd'hui, je suis très content de cette dynamique qu'a commencé avec les banques. Il y a aujourd'hui des programmes destinés à la TPE, des programmes destinés à la PME, et même dernièrement des programmes destinés à l'auto-entrepreneur. Ils sont impliqués d'une manière très 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 positive et encourageante. Et ça, je crois que ça ne va faire que des bénéfices pour l'entreprise marocaine de demain. Il y a une dynamique, mais une dynamique justement à renforcer davantage dans les prochains mois et dans les prochaines années. Deuxième sujet qu'on va aborder dans quelques instants, comment accélérer les connexions entreprises monde agricole, comment mettre en place une industrie agroalimentaire, puisque nous sommes en plein Siam qui a démarré hier, 11e édition. Mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur, on va commencer par vous, Amine Diouri. Un coup de gueule, un coup de cœur aujourd'hui? Alors, un coup de gueule, c'est sur l'adaptation ratée des agences de voyage des tours opérateurs marocains. Donc, ils ont loupé le virage d'Internet et de la digitalisation de leur offre. Alors, pourquoi je parle de ça? Très récemment, il y a eu une réunion de la Fédération nationale des agences de voyage à Marrakech, et ils ont tiré un constat de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le détail, je citerai quelques chiffres informés. C'est sur le nombre d'entreprises. Aujourd'hui, il y a à peu près 2600 entreprises, personnes morales créées en agence de voyage. Là-dessus, on voit que le secteur connaît des difficultés puisque le chiffre d'affaires sectoriel a baissé de près de 2,5% entre 2013 et 2014. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est que le nombre de défaillances d'entreprises par rapport aux agences de voyage a explosé depuis le début de l'année. Donc là, il faut faire attention. Alors pourquoi ça arrive? Et c'est là les problématiques posées par la fédération. Déjà, il y a eu premier problème, c'est qu'ils ont loupé le virage Internet. Ils ont loupé autre chose importante, c'est ils n'ont pas su accompagner la demande en termes de voyage, la demande des particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que quand on est particulier, on ne cherche pas forcément un forfait, on va segmenter le forfait avec une partie billet d'avion, une partie hôtel, une partie transport, et on va essayer de trouver le moins cher possible et de combiner tout ça. Alors que les agences de voyage et tour opérateurs proposent des packs qui sont à limite rigides. Et donc, ça pose la problématique de la concurrence. Il y a une concurrence réglementée qui est celle des agences de transport, les transports aériens. Aujourd'hui, vous achetez vos billets d'avion en ligne, la question de l'hôtel en ligne également. Ouais. Et puis il y a une autre concurrence qui est moins réglementée, qui est celle des sites généralistes. Par exemple, aujourd'hui, vous allez sur Hmizet, vous allez trouver des packs à prix cassé, alors que c'est même pas leur métier de vendre ce type de produits. Les professionnels ont raté le coche et il va falloir vraiment se poser sérieusement la question. Voilà, exactement. Après, les agences de voyage disent, ok, mais en Espagne, par exemple, aujourd'hui, 85% des voyages se font via les tours opérateurs, les agences. Ça veut dire que l'État l'État marocain n'a pas su protéger ce secteur. Et Youssef Nassiri, un coup de gueule, un coup de cœur, un coup de cœur. Plutôt, si vous permettez, j'ai deux coups de cœur parce que je viens d'apprendre à l'instant la naissance d'un nouveau JD. Qui s'appelle Youssef, c'est un nouveau-né de notre ami Yassir Lamrani, qui est
un des piliers du CJD Maroc. Donc félicitations à Yassir et bon rétablissement à la maman. Le coup de cœur, c'est que le CJD, demain, Inch'Allah, à Rabat, au siège de Maroc PME, donc on va signer la reconduction de la convention entre le CJD et l'IFC, qui est filiale de la Banque mondiale, concernant le déploiement de Business Age, qui sont des modules très adaptés à la TPE et la PME marocaine. Donc tout le monde il est invité à demain à assister à la signature officielle pour cette reconduction de 2 ans. Eh bien, qui voilà. va être faite. En tout cas, deux coups de cœur et un coup de gueule dans les décodeurs atlantiques ce matin, 9h47. Deuxième sujet avec le SIAM qui se déroule à Meknes, 11e édition. Comment accélérer les connexions entreprises monde agricole? C'est une question en plein cœur de l'actualité puisque depuis un an, le ministère de la Culture a récupéré sous son aile le volet transformation et industrie agroalimentaire. Aziz Arnouch, le ministre, a affirmé hier dans les colonnes de l'Économiste qu'il veut accélérer la cadence. On va se poser la question ce matin, justement, comment accélérer la cadence, comment mettre des PME dans le soutien et dans la transformation agricole. Premier élément, d'abord, c'est vrai qu'il y a une stratégie qui commence à être dessinée par le ministre de la Culture. Il en a un petit peu parlé hier, une stratégie sur 4 ans. Une étude a été d'abord mise en place, Youssef Nassiri, sur ce volet-là, pour la transformation agricole. C'est vrai que le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et aujourd'hui aussi de l'agro-industrie a mis en place plusieurs actions, notamment le plus connu et le plus important, c'est le plan Maroc Vert. Mais bon, je sais pas si je peux commencer par le fait, est-ce qu'on a bien fait de faire migrer l'industrie, parce que l'industrie agroalimentaire vers un ministère qui s'occupe de l'agriculture et de la pêche. C'est vrai que la pêche et l'agriculture sont la matière première de cette industrie, mais c'est pas pour autant, à mon avis personnel, que on doit faire migrer cette industrie vers ce ministère-là. Voilà, c'est fait. Ça fait maintenant depuis un an. C'est fait. Maintenant, puisque c'est fait, je crois qu'il faut aligner les aides qui étaient destinées à l'agriculture. Il faut les aligner à cette industrie-là parce que quelque part aujourd'hui il y a une partie de cette industrie qui est subventionnée et une autre partie qui n'est pas subventionnée, ce qui crée une concurrence relativement biaisée pour ces personnes-là. Amine Diori, c'est vrai qu'on a aussi une balance des exportations alimentaires pour l'instant qui est plutôt défavorable pour nous en tout cas. C'est vrai qu'on exporte beaucoup, d'ailleurs on est le premier exportateur vers l'Union européenne, mais il y a encore des choses à faire dans ce domaine de l'industrie, notamment agroalimentaire. Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Il y a un point aussi très important qui a été fait récemment et qui est dans le domaine fiscal. Il y avait un problème fiscal qui empêchait le passage de la matière première agricole à la transformation agroalimentaire, qui était le taux de TVA. C'est-à-dire que la matière première, quand vous l'achetiez, quand vous étiez une entreprise industrielle, vous l'achetiez à 0% et vous la vendiez avec un taux supérieur, ce qui fait que vous aviez, alors que la TVA est censée être neutre pour l'industriel. L'industriel se retrouvait à payer de la TVA très importante. Ça a été rectifié récemment avec la dernière loi de finances et maintenant l'agro-industriel se retrouve avec une politique fiscale qui est cohérente au niveau de l'amont et maintenant à son niveau à lui, ce qui fait que la TVA redevient neutre pour l'industriel. On respire, ça c'est peut-être un point positif, c'était un point bloquant, au bénéfice du ministère de l'Agriculture qui a récupéré son aile ce volet industriel. Exactement. Concernant les exportations, alors je citerai un chiffre qui est très positif, c'est que en 2012, la balance des exportations, la balance commerciale alimentaire est déficitaire de près de 12 milliards de dirhams. En 2015, elle est devenue excédentaire pour la première fois depuis 4 ans et excédentaire de près de 4 milliards de dirhams. Donc ça veut dire qu'on exporte plus de produits alimentaires et agroalimentaires qu'on en importe. Ça c'est déjà un point très positif. Aujourd'hui, il y a des produits phares qui s'exportent très bien. Alors je citerai l'exemple de la pastèque, j'ai vu cet exemple qui a vu le volume exporté multiplié par 2 entre 2014 et 2015.
Ce qui est absolument génial. Maintenant, sur les pays exportateurs, alors c'est vrai qu'il y a alors l'Union européenne aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres pays intéressants pour l'exportation, notamment au niveau des BRICS. Et donc Brésil, Russie, Inde, Chine, exactement. Et Afrique du Sud. Alors la Russie qui est fortement demandeur des agrumes marocains, mais le problème c'est que le Maroc n'a pas su encore se positionner. Mais alors c'est la faute à pas de chance, tout simplement, parce que suite au problème la baisse des cours des pétroles et la dévaluation du rouble, les produits exportés marocains se sont retrouvés finalement très chers, mais pas à cause d'un problème de compétitivité, c'était à cause d'un problème de devise. Donc c'est la faute vraiment à pas de chance. Ouais. Youssef Nasseri, aujourd'hui, en tout cas, ça démarre, hein, ce volet transformation. Enfin, ça démarre. On veut le renforcer, ce volet transformation agricole. Je le disais tout à l'heure en introduction, étude donc lancée par le ministère de l'Agriculture pour justement mettre en place ce chantier d'intégration industrielle. Alors, on va mettre en place la recherche, l'innovation et travailler peut-être sur l'investissement. Ça manque aujourd'hui, justement. Le volet aide de l'État sur ce volet de transformation, sur ce volet d'industrie agroalimentaire? Je dirais que effectivement ça manque, et ça manque beaucoup dans ce secteur-là. Et d'ailleurs là où je rejoins Seydi quand il dit que il y a un point en amont qui était fait. Moi je mets l'accent sur le mot amont. Parce que c'est là, je crois, que la valeur ajoutée du ministère, du nouveau ministère qui abrite l'agro-industrie, doit faire l'effort, notamment l'aide à l'investissement, l'orientation vers les marchés exportables et l'aide, parce que aujourd'hui, avec cette migration-là, ces entreprises-là se trouvent privées de l'action de Maroc Export, parce que Maroc Export, il fait partie du ministère de l'Industrie. Donc, il faut mettre quelque chose en parallèle pour ne pas les pénaliser, parce que ils avaient participé à plusieurs caravanes, mais du jour au lendemain, ils vont se retrouver. Aujourd'hui, c'est l'établissement autonome de contrôle, et de certification qui a récupéré ce volet agricole. Exactement. De certification. Et là, vous me rappelez, hier, j'étais en discussion avec une amie sur ce sujet-là qui travaille dans l'agroalimentaire. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, l'organe qui faisait l'audit, c'est lui qui va faire l'accompagnement. Qui faisait le contrôle plutôt, c'est lui qui va faire l'accompagnement. Ça a été un chamboulement un chamboulement qui a posé problème pour les deux entités, parce que déjà quand vous recevez un contrôleur, c'est pas quand vous recevez quelqu'un qui est là pour vous accompagner et pour faire ça. Donc il y avait ce volet-là. Le deuxième volet, c'est déjà la compétence. La compétence, je parle de ressources humaines, parce que vous étiez dans le contrôle, mais aujourd'hui vous allez faire l'accompagnement. C'est deux choses complètement différentes. Et ça, c'est un point, je crois, à mon avis, à tenir compte dans les futures actions. L'autre point qui concernant aussi la liaison Maroc Export et le reste, je crois que, et je sors du ministère, si vous permettez, du ministère de l'agriculture, c'est que aujourd'hui on a beaucoup de programmes. Chaque ministère, il a un programme. Il y a le Maroc vert, le Maroc bleu, il y a le Maroc numérique, il y a le Maroc export, il y a aujourd'hui le plan d'accélération industrielle. Mais je crois que ce qui nous manque, c'est cette dynamique, cette graisse-là qui va huiler les différents pignons de l'économie marocaine. Parce que chacun travaille dans son côté, mais en fin de compte, il faut, je crois, mutualiser les efforts. Déjà, on va gagner en argent, et on va gagner aussi en ressources humaines qui sont rares. Plus de cohérence pour plus d'efficacité. Voilà, ce qui est demandé, c'est beaucoup plus de cohérence dans les programmes, et comme ça, tout le monde va bénéficier d'une partie d'un autre programme. Et ça va donner une certaine complémentarité. C'est mieux que de rester dans son clan sous une tutelle, sous un chapeau bien précis, et ne pas tenir compte de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est vrai, quand on parle d'industrie, on pense surtout aux nouveaux métiers du monde, mondiaux, pardon. On parle aussi d'offshoring, on parle donc textile, automobile, aéronautique. On oublie un petit peu ce volet agriculture. Comment on peut expliquer qu'on a longtemps peut-être oublié ou mis de côté ce volet-là, parce qu'on s'est trop concentré sur les métiers mondiaux, les métiers du futur? C'est juste, je crois, à mon avis, que on s'est focalisé sur la rentabilité de l'agriculteur, et non pas de l'industrie si je me permets de dire, du secteur agricole, parce que aujourd'hui on s'intéresse comment l'agriculteur doit se sentir dans son assiette, comment produire mieux.
sans tenir compte qu'il a une petite parcelle. Et là, c'est un autre problème de l'agriculture marocaine, c'est que le morcellement. C'est-à-dire, c'est plusieurs petites parcelles, et ça n'encourage pas la mécanisation, ça n'encourage pas ça n'encourage pas l'investissement. Autre chose, c'est l'accompagnement de l'agriculteur. Aujourd'hui, on a un problème dans notre agriculture, c'est l'utilisation des produits phytosanitaires, les pesticides. Les gens, je dis pas qu'ils le font par mauvaise foi, mais par méconnaissance de l'utilisation. Il y a des... On connaît les conséquences. Exactement. Les conséquences sont au niveau de l'importation. Même si au niveau de l'exportation, de temps en temps, on entend parler qu'il y avait de retours d'exportation parce que le taux de métaux lourds ou bien de pesticides, le taux de rémanent de pesticides, il est élevé. Et ça, c'est un point très important à tenir compte. Ouais. En tout cas, c'est vrai que s'il y avait peut-être plus de cohérence et plus de fusion entre programmes gouvernementaux, il y aurait peut-être eu plus d'insistance sur le volet industrie agroalimentaire ces dernières années. Et peut-être moins de focalisation sur les métiers mondiaux qui sont tout de même importants. Ce que je voulais préciser, c'est que sur les métiers mondiaux du Maroc, à l'époque où ces plans ont été conçus, c'était de se focaliser sur les points forts du Maroc. Effectivement, l'agro-industrie n'était pas de ces métiers. On a voulu se focaliser sur des métiers immédiatement exportables ou en tout cas qui pouvaient attirer des investissements étrangers. Alors évidemment, là, on pense à l'automobile, l'offshoring, l'industrie aéronautique. Maintenant, c'est vrai que l'agro-industrie, c'est logique d'y penser parce qu'on a une agriculture qui est quand même relativement florissante. Les pays les pays où on peut exporter cette offre, il y a quand même demandeurs. Aujourd'hui, on demande beaucoup des produits agroalimentaires marocains. Donc il faut penser justement à cette transformation de la matière première à ce produit fini. Et puis un travail à faire sur le marketing aussi, pourquoi pas de cette industrie agroalimentaire pour davantage se vendre et davantage s'exporter. Youssef Nasseri, pour terminer. Juste une précision, c'est que le Maroc, elle était dans la transformation. Nous prenons ne citer que Safi, la ville de Safi et une partie de Mohammedia, là où il y avait. Je me rappelle dans notre enfance, on ne mangeait que les produits de conserve, de transformation marocaine, tout ce qui est dérivé de produits de la mer. Je crois qu'il y avait une industrie, mais c'est juste qu'on était beaucoup plus dans des visions beaucoup plus pointues, spécifiques. Et de là, c'est pourquoi j'ai parlé de la cohérence, parce que si on avait des programmes cohérents, on ne va pas négliger un secteur. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est comme, entre parenthèses, j'encourage vivement ce qui se passe au niveau de l'automobile, de l'aéronautique et les NTI. Mais ceci dit, on ne doit pas se focaliser juste sur un secteur pendant une décennie et oublier d'autres, parce que quand on va revenir à un secteur, on va trouver qu'on a pris beaucoup de retard. Et de là, il faut une vision beaucoup plus généraliste, beaucoup plus intégrale et beaucoup plus cohérente. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a la chance d'être la porte vers l'Afrique. Et l'Afrique nous fait confiance, donc on doit être à la hauteur de cette confiance et répondre à ses besoins. Youssef Nasseri, vice-président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Amine Diori, responsable PME chez Inforisk. Merci messieurs, à très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Merci André. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne, Les Experts Atlantiques avec Fatima Zahra El Bourari. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs. Tout de suite, le point info en langue arabe avec Mourad Baba.